je vais te poser une question qui va te déranger un peu. Mais reste avec moi, car la réponse est plus surprenante que tu ne le penses. Nos ancêtres mangeaient-ils d'autres êtres humains? L'instinct dit, non, jamais, c'est un truc de monstre. Mais la science a regardé à l'intérieur des os. Et la réponse, parfois, est oui. Le point, pourtant, n'est pas le si. C'est le pourquoi. Et le pourquoi n'est pas ce que tu imagines. Partons des preuves. Les scientifiques étudient les petites marques laissées sur les os anciens. Et sur certains os humains, ils trouvent les mêmes marques que sur les os des animaux chassés. Des marques d'outils de pierre, faites avec soin, à des endroits précis. Et ce n'est pas un cas isolé. On en trouve en de nombreux lieux, et à des époques différentes. En Angleterre, dans la grotte de Goug, des restes de 15 000 ans. Là, quelqu'un avait même façonné des crânes en forme de coupe. Avec une grande habileté. En Espagne, à Atapuerca, les traces sont encore plus anciennes, des centaines de milliers d'années. Comment en sont-ils sûrs? Les os étaient ouverts pour la moelle et traités exactement comme ceux des animaux chassés. Mêmes gestes, mêmes outils, mêmes restes. Pas une sépulture, un traitement. Dans une grotte française, à Moula-Guercy, les restes de Néandertaliens racontent la même histoire, il y a 100 000 ans. Et en Afrique du Sud, près du fleuve Clasie, des traces semblables presque aussi anciennes. Donc ce n'était pas seulement nous, les sapiens. Les Néandertaliens aussi, parfois, faisaient de même. À ce stade tu te demandes, mais pourquoi? Étaient-ils des monstres affamés de chair? En rassemblant toutes ces découvertes, beaucoup de chercheurs pensent que ce n'était pas du tout une exception rare. Mais presque jamais ce n'était de la pure méchanceté. Et là, l'histoire devient fascinante. Car en général, les raisons étaient deux. Très différentes. La première, c'est la faim. La seconde, c'est le rite. Voyons-les une par une. La première raison est la plus simple et la plus tragique, le désespoir. Quand la nourriture manque totalement, et que le choix est entre ça et mourir, les êtres humains ont une limite qui cède. Et ce n'est pas seulement ancien. C'est arrivé aussi récemment, dans des situations extrêmes. En 1972, des survivants d'un crash aérien dans les Andes restèrent bloqués dans le gel pendant 70 jours. Pour ne pas mourir, ils durent se nourrir des compagnons qui n'avaient pas survécu. Et ils furent sauvés. Aucun de nous ne les a jugés monstres. C'étaient des gens normaux, face à un choix impossible. Par le passé, entre famines et villes assiégées, ce choix impossible s'est présenté bien des fois. Même dans des villes assiégées pendant des mois, réduites à la faim, des témoignages semblables sont restés. Parfois ce n'était même pas un choix libre, c'était un ordre donné par la faim, qui éteint tout le reste. Mais la deuxième raison est celle qui va te retourner la tête. Et elle n'a rien à voir avec la faim, parce que le dégoût que tu ressens, pour eux souvent n'existait pas. Ils avaient une autre idée du corps et de la mort. Dans certaines cultures, consommer une partie du corps d'un mort était un rite funéraire. Un acte d'amour, tu as bien compris. Pas un geste de haine. Un geste de respect envers celui qui n'était plus là. L'exemple le plus étudié, ce sont les Faures, un peuple des montagnes de Nouvelle-Guinée. Quand une personne chère mourait, la famille prenait soin d'elle-même après la mort. Ils disaient, mieux vaut que grand-père reste en nous, qu'il aimions, plutôt que de le donner à la terre et aux vers. Ils ne le faisaient pas en cachette, ni avec honte. C'était une cérémonie, avec des gestes et des règles précises. Pour eux, c'était une façon de garder près d'eux ceux qu'ils avaient perdus. Un deuil, pas une cruauté, ça nous semble terrible. Mais presque chaque culture a des rites sur la mort qui à d'autres semblent absurdes. Et là, la science distingue deux rites opposés, au sens très éloigné. Le premier est envers les siens, les garder en soi pour ne pas les perdre. C'est le cas des Faures. Le second visait les ennemis vaincus, un geste de domination, non d'affection. Dans certaines cultures guerrières, on croyait qu'ainsi on prenait en soi le courage de l'adversaire. Amour ou pouvoir? Deuil ou guerre? Le même geste, deux mondes différents. Mais justement chez les Faures, la science rencontre un mystère inquiétant. Une maladie terrible commença à se répandre. Ils l'appelèrent Kuru, qui veut dire trembler. On l'appelait aussi la mort qui rit, à cause des grimaces involontaires qui apparaissaient sur le visage des malades. Elle touchait le cerveau. Celui qui tombait malade perdait l'équilibre, puis le contrôle. On n'en guérissait pas. Des villages entiers vivaient dans la terreur, sans comprendre d'où venait ce mal. Les scientifiques arrivèrent. Le docteur Gay-Dussek passa des années à essayer de comprendre. Il remarqua une chose étrange. Elle touchait surtout les femmes et les enfants. Pourquoi eux? Il emporta des échantillons à l'autre bout du monde et les étudia des années, jusqu'à comprendre. La réponse était dans le rite funéraire.
c'étaient les femmes et les enfants qui prenaient soin des corps. Et dans le cerveau se cachait un ennemi qu'alors personne ne connaissait. Les prions. Pas un microbe, pas un virus. Une protéine mal pliée qui force les autres à se plier comme elle. Lentement, silencieusement, elle ouvre de petits trous dans le cerveau. Pendant des années, tu ne le remarques pas. Et le curu avait une cruauté de plus. Il pouvait rester caché des années, parfois des décennies, avant d'apparaître. Comprendre les prions fut une avancée énorme pour la médecine. Et cela valut un prix Nobel. Cette découverte servit aussi plus tard, pour comprendre une autre maladie célèbre, celle de la vache folle. Et quand les forts mirent de côté ce rite, le curu, peu à peu, disparut. Et là arrive le vrai coup de théâtre. Celui qui te concerne toi aussi. En étudiant les fauves, les chercheurs découvrirent que certains avaient un gène qui les protégeait des prions. Puis ils regardèrent le reste de l'humanité. Et ils trouvèrent ce même gène bouclier un peu partout dans le monde, dans de nombreuses populations différentes. Peut-être en toi aussi. Et sais-tu ce que signifie un bouclier répandu dans le monde entier? Cela signifie qu'il a servi à tous. C'est-à-dire que, dans un passé lointain, la pratique fut assez commune pour laisser une marque dans les gènes de toute l'humanité. Et ce gène bouclier se trouve même dans l'ADN de personnes ayant vécu il y a des dizaines de milliers d'années. Il est très ancien. C'est l'un des rares cas où une tragédie ancienne a laissé, dans notre corps, une petite défense. Pas une coutume de quelque monstre. Quelque chose qui, dans des temps difficiles, toucha un peu tous nos ancêtres. Alors pourquoi, aujourd'hui, cela nous répugne-t-il autant? Pourquoi a-t-il presque totalement disparu? Pour 3 raisons qui se sont additionnées. Plus de nourriture grâce à l'agriculture, le danger des maladies, et des règles morales toujours plus fortes. Avec les champs et l'élevage, la faim extrême devint plus rare. Une raison de moins. Et presque toutes les cultures, avec le temps, construisirent un tabou très fort. Une ligne à ne jamais franchir. Avec le temps cette ligne devint sacrée. Dans presque chaque langue, le mot lui-même devint une insulte. Et ceux qui commandaient, avec l'État et la religion, transformèrent cet interdit en une loi sévère. Ce dégoût que tu ressens n'est pas seulement de l'instinct. C'est aussi une règle ancienne qui nous tient ensemble. Alors, mangions-nous d'autres humains? Parfois, oui. Mais tu connais maintenant l'essentiel, le pourquoi. Pas par cruauté, mais par faim désespérée, ou par amour et rite envers ses propres morts. Le comprendre ne veut pas dire l'approuver. Cela veut dire cesser de voir nos ancêtres comme des monstres. C'étaient des personnes, comme nous, dans un monde très dur, avec d'autres idées sur la vie et la mort. Au fond, comprendre le passé ne sert pas à le justifier. Cela sert à mieux nous connaître nous-mêmes. L'histoire de l'homme n'est pas faite que de héros. Elle est faite aussi de choix très durs, que nous espérons ne jamais affronter. Les regarder en face, sans nous détourner, c'est ce qui nous rend un peu plus humains. Et un petit morceau de cette histoire lointaine, silencieux, tu le portes encore écrit en toi. Pense à combien de façons différentes, encore aujourd'hui, existent dans le monde pour dire adieu à nos morts. Chaque époque, chaque peuple, a eu ses règles sur ce qui est juste et ce qui est monstrueux. Et peut-être, dans 1000 ans, quelqu'un regardera certaines de nos habitudes avec le même étonnement que nous les regardons, eux. Si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi, d'autres questions dérangeantes et fascinantes arrivent bientôt.